Depuis l'aube, des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes ciblant principalement des zones autour de la ville de Gaza. Dans le quartier de Tal al-Hawa, une série d'attaques contre des immeubles résidentiels a fait 16 morts et plusieurs blessés. Au nord, 4 Palestiniens ont été tués et plusieurs ont été blessés lorsqu'un drone israélien a frappé un groupe de civils à Jabalia al-Nazla. 9 autres ont perdu la vie alors qu'ils attendaient de l'aide près du corridor de Netzarim au centre de Gaza. Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza rapporte que 13 personnes, dont des enfants, sont mortes de famine et de malnutrition. Ces dernières victimes portent le bilan de morts du génocide israélien depuis le 20 octobre 2023 à près de 63 560 personnes, tandis que plus de 160 660 autres ont été blessés. Les villes et villages palestiniens de Cisjordanie occupés continuent d'être le théâtre de violents raids des forces israéliennes et des colons. Lors de l'un des derniers incidents, 7 Palestiniens, dont 5 membres d'une même famille, ont été blessés par les tirs à balles réelles des forces israéliennes dans la ville de Tamoun, au sud de Toubas. Selon le ministère palestinien de la Santé, les faits sont survenus après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur le véhicule dans lequel ils se trouvaient lors d'un raid sur Tamoun. Un citoyen de 55 ans a également été blessé au genou par balle réelle lors du raid. Par ailleurs, un colon israélien extrémiste a renversé une fillette palestinienne de 10 ans dans la ville d'As-Samou, au sud d'Al-Khalil. Dans le même temps, des colons israéliens ont incendié des terres agricoles des Palestiniens dans la ville de Saïr au nord-est d'Al-Khalil. Selon les habitants, les attaques continues des forces israéliennes et des colons visent à déplacer les habitants afin de favoriser le développement des colonies. Le mouvement de résistance Hamas a salué une résolution publiée par l'Association internationale des spécialistes du génocide, confirmant qu'Israël a commis effectivement un génocide à Gaza. Le Hamas a déclaré que la résolution affirme qu'Israël a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Le Hamas a décrit cette résolution comme un nouveau document juridique qui s'ajoute aux rapports et témoignages internationaux antérieurs documentant le génocide contre la population de Gaza. Le groupe a condamné aussi l'inaction de la communauté internationale contre Israël et son premier ministre criminel, la qualifiant de honte et d'incapacité injustifiable à protéger l'humanité. Le Hamas a exhorté l'ONU et toutes les autres parties concernées à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux crimes de génocide, de déplacement et de nettoyage ethnique commis par les forces israéliennes à Gaza et à demander des comptes aux dirigeants terroristes du régime sioniste. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost annonçait que son pays reconnaîtra officiellement l'État de Palestine ce mois-ci lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un communiqué publié sur X, Prévost a également déclaré que le régime israélien fera face à 12 sanctions de la part de la Belgique en réponse à la guerre génocidaire en cours dans la bande de Gaza. Parmi ces sanctions, la Belgique prévoit d'interdire les importations provenant des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et de réévaluer les contrats publics avec les entreprises israéliennes. Cette décision reflète la profonde inquiétude de la Belgique face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et en Palestine. La décision belge intervient alors que la guerre d'Israël à Gaza a fait plus de 63 000 morts. D'autres pays dont la France, l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont exprimé leur intention de reconnaître la Palestine. Actuellement, environ 147 pays reconnaissent déjà l'État de Palestine.
La reconnaissance de l'État palestinien a pendant longtemps été un fait de pays ayant connu eux-mêmes les affres du colonialisme et qui ont dénoncé la création d'un État d'Israël sur, eh bien oui, des bases clairement coloniales. Alors, je crois qu'il est assez important de se rendre compte que pour des pays d'Europe occidentale, les choses étaient assez différentes. Certains spécialistes d'ailleurs de la question de l'histoire, des historiens spécialisés dans l'histoire de l'antisémitisme ont d'ailleurs signalé que la grande les assassinats en masse liés à la Shoah ont bien eu lieu sur le territoire européen et que, eh bien, ces mêmes pays européens ont réglé ce qu'on appelait déjà au XIXe siècle la question juive en l'exportant au Proche et Moyen-Orient, en créant donc cet État sur base coloniale, l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui veut dire que pendant très longtemps, pour ces pays, la question d'une reconnaissance de la Palestine était clairement compliquée. Alors je pense qu'ici, on est en train d'assister à un mouvement euh, qui est quelque part une ouverture vers finalement ce monde multipolaire, ce monde dans lequel le Sud n'est plus marginalisé et dans lequel, mais finalement, eh bien oui, il y a une place pour la Palestine et ce qui reste aujourd'hui en 2025 de souvenirs, de présence, d'éléments de colonialisme doivent être démantelés. Alors, je pense qu'il faut quand même être relativement lucide. La reconnaissance de la Palestine par la Belgique aujourd'hui se fait sous conditions. Et la première des conditions, d'ailleurs, c'est que la Belgique inscrit cette reconnaissance dans le cadre d'une solution à deux États. Alors, il est aussi important de se rendre compte que la reconnaissance que la Belgique a effectuée de la Palestine, donc, est bien sous conditions, et ces conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait libération de tous les otages israéliens, et également que le Hamas soit écarté de, je cite, j'ai ici les extraits de presse belge sous les yeux, que le Hamas soit écarté de la gouvernance de la Palestine. Donc dans ces conditions, nous ne sommes pas, voilà, on n'est pas encore dans une pleine et entière reconnaissance. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui des sanctions qui sont adoptées contre Israël sur le territoire belge. Son persona non grata, les colons, les ministres israéliens extrémistes Itamar Ben-Gvir, Benzalel Smotrich. Et on note également que si des Belges, des citoyens israéliens d'origine belge, devaient résider dans les colonies israéliennes, en Cisjordanie notamment, eh bien, ces citoyens-là seront privés de l'assistance consulaire de la Belgique, sauf cas d'extrême urgence. De la même manière, le parquet fédéral va poursuivre tous les Belges ou toute personne qui aurait une résidence en Belgique et qui se serait rendu coupable d'une quelconque forme de violation du droit humanitaire dans les territoires palestiniens. Et nous avons ici une extension également en Belgique de l'exportation et du transit de matériel militaire à destination d'Israël. C'est pas complètement interdit non plus. Hein. Donc je pense qu'il y a là un pas qui a été fait. C'est un pas encore limité. Il ne signale pas du tout que l'Europe aura le courage d'adopter une diplomatie indépendante face à Washington et à Tel Aviv. Le gouvernement belge aujourd'hui est un gouvernement très à droite, qui dépense énormément d'argent pour consacrer énormément de moyens pour acheter des avions F-35. Donc on est très très loin d'une indépendance stratégique et militaire. De surcroît, voilà, on est quand même dans un cadre encore très modéré
par rapport à la question palestinienne et on reste dans le dogme de la solution à deux États. Donc je crois qu'il est ici important de se rendre compte que c'est un pas, un petit pas dans une bonne direction et qui a beaucoup tardé. Pour le surplus, si on se pose la question de savoir combien de morts il faudra pour que eh bien, les pays d'Europe occidentale se mobilisent complètement, je reste pessimiste parce que ce que je vois malgré tout, c'est que on pose la question d'une reconnaissance dans le futur sous condition de la Palestine comme État, avec échange d'ambassades, donc une vraie pleine et entière reconnaissance. Et pendant ce temps, eh bien, la famine règne à Gaza, les soins de santé sont refusés aux populations civiles à Gaza et les extrémistes israéliens continuent à envoyer des colons occuper le territoire en Cisjordanie. Donc je reste malgré tout très mesuré sur cet effet. Il faut aussi savoir, et c'est un peu le jeu politique belge, que cette reconnaissance constitue un compromis entre des partis plutôt du centre ou du centre-gauche qui désiraient, dans la coalition gouvernementale, qu'une reconnaissance pleine et entière et immédiate de l'État palestinien soit mise en œuvre, et une partie beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus proche d'Israël qui a toujours en fait envisagé la reconnaissance de la Palestine comme étant très conditionnée. Je dois d'ailleurs dire que c'est plutôt cette vision-là des relations avec la Palestine qui a triomphé au sein du gouvernement belge. Donc c'est une bonne nouvelle, oui, c'est un petit pas en avant, oui, mais ce n'est en rien une modification majeure du rapport de la Belgique et d'un tas de pays d'Europe occidentale, je pense notamment à la France, par rapport aux États-Unis et par rapport à Israël. Là, le chemin est encore très long. La flottille globale Sumud vers Gaza fait face à des conditions météorologiques extrêmes, mais persiste dans sa mission. La flottille globale Sumud en route vers Gaza déclare avoir rencontré d'importantes difficultés en raison des conditions météorologiques extrêmes, mais explique qu'elle reste déterminée à briser le siège israélien de Gaza. Dans un communiqué, la flottille a rapporté que 5 de ses embarcations plus petites ont dû faire demi-tour pour des raisons de sécurité après que de forts vents ont perturbé leur progression. Les organisateurs ont assuré que tous les militants à bord sont en sécurité. Cette mission maritime représente le plus grand défi à la flotte israélienne depuis 2007. L'objectif est d'ouvrir un corridor pour acheminer de l'aide humanitaire vitale aux Palestiniens victimes de la guerre génocidaire et de la campagne de famine menée par Israël. Après le Conscience, la Madeleine et la Handala, voici venue la Global Summit Flotilla, la 4e expédition humanitaire destinée à briser le blocus israélien Gaza, a pris le large le dimanche 31 août depuis Barcelone vers l'enclave palestinienne assiégée. Le Madeleine et le Handala avaient été interceptés par les forces israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza, tandis que la Conscience avait été visée par un drone israélien au large de Malte. Cette fois-ci, les organisateurs de la mission de sauvetage ont changé de tactique. Avec la Global Summit Flotilla, Israël ne devra pas empêcher un bateau d'entrer, mais toute une flotte. Aux Pays-Bas, un rassemblement pro-palestinien a eu lieu pour protester contre les crimes de guerre israéliens à Gaza. Dans la ville de Utrecht, des manifestants ont scandé des slogans et brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Pas en mon nom » pour exprimer leur opposition au soutien du gouvernement néerlandais aux crimes d'Israël.
Les participants ont organisé des concerts de casseroles pour dénoncer l'aggravation de la crise humanitaire et condamner le blocus imposé à la population de Gaza. Ce rassemblement s'inscrivait dans le cadre d'une manifestation nationale au cours de laquelle les participants de tous les Pays-Bas ont interrompu leurs travaux à midi pour exprimer leurs inquiétudes quant à la position du gouvernement sur le génocide palestinien à Gaza. Le président russe Vladimir Poutine a salué l'étroite coopération et le partenariat stratégique avec la Chine. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre bilatérale avec le président chinois Xi Jinping à Pékin, à l'issue du sommet de 2 jours de l'Organisation de coopération de Shanghai. Poutine a souligné que les relations bilatérales se maintiennent à un niveau sans précédent. Le président Xi Jinping a pour sa part salué la pérennité des relations sino-russes dans un contexte de mutation importante du paysage international. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de Pékin à collaborer avec Moscou pour promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. La Chine et la Russie ont continué d'approfondir leur coopération politique et stratégique même après les sanctions américaines et européennes avec le déclenchement de la guerre contre la Russie. Cela a abouti à la déclaration d'un partenariat sans limite en 2022, renforçant considérablement leurs liens militaires et économiques. De New York à Los Angeles, en passant par Boston ou encore Chicago, les manifestants ont dénoncé lundi la politique de Donald Trump. À l'occasion du Labor Day, la fête du travail aux États-Unis lundi, des milliers de personnes se sont mobilisées dans plusieurs grandes villes américaines pour protester contre l'administration Trump et afficher leur soutien aux travailleurs. Devant la Trump Tower à New York, des slogans « Trump doit partir immédiatement » ont retenti. À Los Angeles, un projet artistique monumental a dévoilé les visages de personnes arrêtées par la police de l'immigration, tandis qu'à New York, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés face à la Trump Tower, transformant l'avenue en tribune de résistance. Devant la Trump Tower à New York, des slogans « Trump doit partir immédiatement » ont retenti, tandis que des dirigeants syndicaux et des travailleurs réclamaient un renforcement des protections du travail. À Chicago, des manifestants se sont rassemblés devant une autre Trump Tower, exprimant des revendications similaires. Ils ont également dénoncé la répression de l'immigration menacée par l'administration Trump à Chicago. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a prévenu qu'il déclarerait constitutionnellement une république en armes en réponse à toute attaque militaire des forces américaines déployées dans les Caraïbes. Face à cette pression militaire maximale, nous sommes prêts au maximum pour la défense du Venezuela, a déclaré Maduro à propos de ce déploiement qu'il a qualifié de menace extravagante, injustifiable, immorale et absolument criminelle et sanglante. Lors d'une conférence de presse lundi, Maduro a condamné le récent déploiement de navires de guerre américains et d'un sous-marin nucléaire près des côtes vénézuéliennes. Il a qualifié cette opération de menace militaire la plus brutale de l'histoire de l'Amérique latine. Le président Maduro a accusé des responsables américains, dont le secrétaire d'État des États-Unis, de tenter de provoquer un bain de sang. Les États-Unis prétendent que ce déploiement naval s'inscrit dans le cadre d'une mission plus vaste de lutte contre le trafic de drogue dans la région. Cependant, le Venezuela y voit une tentative délibérée de déstabilisation du pays et a lancé des exercices militaires de grande envergure pour démontrer son état de préparation défensive. Le prix de l'heure a bondi à un niveau sans précédent mardi, dépassant le record précédent établi en avril, principalement sous l'effet des tarifs, jour de la libération du président Donald Trump. Le cours de l'euro a atteint 3508 $, l'once lors des premières transactions en Asie, avant de connaître une légère baisse. Cette hausse est due au tarif de Trump, à la dépréciation du dollar américain et aux attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci. Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale se sont intensifiées après les pressions exercées par Trump sur le président Jérôme Powell et les tentatives de destitution de la gouverneure Lisa Cook, contribuant à l'incertitude des marchés.
Par ailleurs, une demande importante de la part de gros acheteurs comme l'Inde, la Chine, la Turquie et la Pologne continue d'impacter les marchés mondiaux de l'or selon le Conseil mondial de l'or.